présent, avant d'introduire le centre, je vais donner quelques mots un peu plus personnels. Alors c'est vrai que je suis relativement ému quand même, parce que bon, c'est quand même un aboutissement de pas mal d'efforts et d'énergie, mais aussi parce que ça répond pas mal à une quête personnelle, un peu d'idéal de recherche appliquée. Savoir faire vraiment, entre guillemets, de la vraie recherche, publier concrètement, de contribuer à l'état de l'art, tout en voyant derrière les méthodologies, le code utilisé, déployé. Et le centre de recherche est un peu une réponse, en tout cas moi que je vois personnellement, à ça. Et donc, pour prendre un peu de recul, l'IA aujourd'hui, quels sont les enjeux? Pour moi, on est un peu à un tournant. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine du machine learning. On est quand même un peu à un tournant où on est moins aujourd'hui sur, comment dire, l'IA aujourd'hui est quand même facilement performante, dans le sens statistique pur du terme. Avec beaucoup de structures de données différentes, on a des modèles qui, un peu plug and play, peuvent atteindre un bon niveau de précision. Et je dirais que ça, c'est le problème un peu standard de l'IA. Et celui-là, il est relativement accessible aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'engouement autour de l'IA, bien sûr. Par contre, en effet, il y a une sensation de peur ou de rejet qu'on observe, que j'observe, qu'on peut observer aussi chez Artefact, et qu'on voit notamment parce qu'il n'y a pas tant d'adoption que ça en termes d'IA. Donc on peut avoir des exemples extrêmes, hein, il n'y a toujours pas de voiture autonome dans la rue. Il y a vraiment un rejet qui, a priori, est beaucoup lié à ce côté boîte noire incontrôlable que les gens ont sur l'IA. Et honnêtement, ils ont raison. Et c'est là où le centre de recherche d'artefacts, on se donne la mission d'aller justement rendre cette IA, entre guillemets, plus adoptable. Ce qui veut dire autrement renforcer la confiance autour de l'IA. Donc, peut-être 2024, l'année d'excitation, moi je dirais l'année de la confiance surtout. La confiance dans ces modèles qui peuvent faire peur. Et sur ça, un peu plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la recherche sur des modèles pour les rendre, pour enrichir la confiance? Alors il y a plusieurs questions un peu transversales qu'on se donne, qui sont un peu, qu'on retrouve sur un peu tous les sujets qui impliquent du machine learning. Un premier axe, c'est vraiment les questions de contrôle. Donc je vais prendre un exemple concret. Donc par exemple, si on regarde les enjeux de détection de fraude qu'il y a dans le milieu bancaire ou des assurances, il y a vraiment une volonté d'un côté d'avoir les règles métiers un peu qui sont en vigueur depuis longtemps, qu'elles soient incluses dans les modèles. Et ça, c'est une question difficile parce qu'en fait, naturellement, les modèles de machine learning, c'est purement statistique, ce sont des règles apprises sur des données. Et devoir donner des règles en dur, c'est en fait contradictoire avec l'idéologie même du machine learning. Et ça, c'est une difficulté. C'est un exemple. Ensuite, il y a bien sûr la transparence. La transparence des modèles, qui là est vraiment quelque chose qui aussi dépend en fait, de l'utilisateur, qui dépend du secteur. Donc si je puis donner un exemple, par exemple, quand on regarde dans le milieu du retail, un des gros phénomènes qu'il faut expliquer aux catégories managers ou aux demand planners, c'est les produits qui vont se cannibaliser entre eux ou qui vont avoir un effet complémentaire en termes de vente. Un autre point crucial dans les modèles de machine learning pour augmenter aussi cette confiance, et là c'est aussi au niveau de la société, c'est les questions d'incertitude et de biais. Donc là c'est quand on regarde vraiment la distribution de sortie des modèles, et par exemple quand on regarde le biais dans le sens de la discrimination, en fait on observe qu'il peut y avoir plusieurs populations qui ont une distribution, un score de sortie qui est en fait pas le même, et en fait autrement dit ça veut dire qu'il y a une population qui est discriminée par rapport à l'autre. Et ça c'est aussi des questions sur lesquelles on peut vraiment améliorer les modèles et enrichir la confiance de l'utilisateur final. Et un autre point aussi, c'est de comprendre cet utilisateur. Donc là, on parle plus de sciences de gestion, c'est de vraiment comprendre quels sont les mécanismes, puisqu'en fait, quand on parle de confiance, c'est des choses qui sont, comment dire, pas toujours très palpables. Donc comprendre qu'est-ce qui sont vraiment les leviers sur lesquels on peut travailler, qui feraient et qui sont au niveau d'un individu, au niveau d'une organisation ou au niveau sociétal. Donc tous ces exemples, c'est aussi pour montrer qu'en fait, ces questions-là qui se posent quand on parle d'enrichir la confiance, rendre l'IA plus de confiance, en fait, ça dépend aussi beaucoup de l'utilisateur. Et en fait, ça dépend du secteur, du cœur de métier. Et résultat, c'est là où le montage d'artefacts est particulièrement pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une logique un peu tripartite de la recherche, où justement on a Artefact, le centre de recherche d'Artefact, les universitaires et une entreprise partenaire.
Et dans ce montage, donc, l'entreprise partenaire en fait, amène justement ce cas métier, ces problématiques, et je dirais, il y a bien sûr ces données, comme disait Vincent Luciani, mais je dirais que le problématique métier, justement, qu'est-ce qui est dans ce cas-là ou ce cas-là, la notion d'explicabilité qu'attend l'utilisateur ou la notion de contrôle qu'attend l'utilisateur, c'est vraiment aussi l'une des sources d'inspiration. Il faut comprendre qu'Artefact aussi, d'ailleurs, en tant que société de service, est assez tentaculaire et a accès à énormément de clients, de secteurs, et c'est encore plus enrichissant d'avoir ce côté à la fois riche et transversal. Et je dirais aussi, en tant que société de service, un point important, c'est qu'on n'est pas très regardant sur, comment dire, on partage notre savoir-faire. Naturellement, on n'a pas de pudeur et on partage le savoir-faire. Je dirais même c'est le cœur de notre métier, c'est notre ADN. Et quand on dit ça, pour la recherche, et c'est important, c'est qu'on est tout à fait OK pour partager en open source, à savoir partager le code en open source, partager les publications et vraiment contribuer à la communauté. Et ça nous rend très compatibles avec le milieu académique. Et un dernier point, c'est qu'on apporte forcément au milieu académique aussi, on partage ses données, on finance de la recherche, et ça permet d'avoir une connexion différente, un peu nouvelle, au cas métier, tout en ayant, entre guillemets, de la vraie recherche publiée. Et quand on boucle ce triangle, à la fin, ce qu'il faut rajouter, c'est que pour les universités partenaires, cela permet d'avoir en fait la certitude d'avoir un travail de recherche qui est sur des cas d'usage. Je précise qu'on ne partage pas les données, la vocation n'est pas de partager les données en open source, pas de malentendu sur ça. Mais par contre, ces données permettent d'être sûr que les méthodologies, les modèles sont vraiment éprouvés et validés sur les données de l'entreprise. Donc c'est entre guillemets sûr que en fait, le modèle va marcher. Et si je puis faire une petite page de publicité, si vous êtes une entreprise et que ce montage tripartite vous parle, que vous avez un cas d'usage qui s'y prête très bien et que vous n'êtes pas trop pudique en termes sur l'open source, voilà, vous pouvez venir me parler à la fin. Il reste des opportunités de partenariat. Ceci étant dit, on en a déjà commencé pas mal dès 2023. Donc voilà les 7 thèses, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, puisqu'après, nous avons la thèse en 180 secondes et la session poster. Brièvement, ce qu'il y a, comme je disais, il y a un peu le côté tentaculaire, on a vraiment pas mal de sujets, à la fois sur des structures différentes de données, des questions différentes et des applications possibles différentes aussi. Donc on travaille, comme disait Vincent, avec Sorbonne Université, Centrale Supélec. On a des professeurs qui travaillent à l'INSEAD, au CNRS, à l'école polytechnique. Donc on a vraiment le CP, bien sûr. On travaille avec les meilleurs chercheurs de leur domaine et c'est vraiment une chance pour nous. Et pour expliquer aussi, chaque sujet a été un effort, on va dire, d'itération pour trouver à la fois des questions de recherche qui ont de la valeur scientifique et qui ont des perspectives de publication dans la littérature, qui ont aussi une valeur aux yeux d'Artefact d'un point de vue business. Donc vraiment, il faut à chaque fois itérer pour réussir à trouver le croisement où voilà, Artefact sait qu'on peut apporter des données, des cas d'usage pertinents qui derrière feront des publications de valeur scientifique.